danser. Là, c'est pas... Ce que je vais essayer de vous raconter ce soir, c'est un conte qui m'a été raconté par mon père. Il tenait de son grand-père, Julien Pavou, qui vivait à Quérigot dans les années 1812 environ. Et alors, ce qui est important à voir, c'est que ce conte-là, vous allez retrouver des tas de réminiscences dedans, et vous allez penser, voir toute la richesse qu'il peut y avoir dans un terroir, dans notre terroir de Bretagne, sur le plan des contes merveilleux, et sur l'ensemble de tous les contes facétieux et autres. Mon grand-père devait connaître dans les 30-35 contes différents. Et l'un de ceux-là, celui-ci, vous allez reconnaître, certainement, c'est une forme, je ne dis pas de Cendrillon, mais un petit peu un mélange de Cendrillon, de Potane, de tas de merveilles. Regarde ça longtemps, très longtemps. Je ne sais pas si c'est dans notre temps ou avant notre temps. Mais toujours, en ce temps-là, il y avait un Trémelin, un voyageur. Et ce voyageur partait tous les ans faire de très très grands voyages. Il prenait son bateau et il s'en allait là-bas, par les mers de Chine, chercher les plus belles soieries, les étoffes précieuses, les pierres précieuses également, et les épices. Suivant que les vents étaient portants ou non, le voyage durait 1 an, 18 mois parfois. Et jusque-là, tout s'était bien passé. Mais l'hiver, avant que commence mon histoire, avait été très dur. Et la femme du voyageur était morte. Et pour la première fois, il devait partir au loin, laissant seules ses 3 grandes filles. Et avant de partir, il les fait venir auprès de lui. Il leur dit: mes filles, j'ai confiance en vous, certainement. Mais c'est la première fois que je vous laisse seul. Vous savez, l'hiver va être très dur, certainement. Il va y avoir des tas d'embuscades, des tas de dangers qui vont courir auprès de vous. Mes filles, j'ai confiance en vous. Sachez garder votre honneur. Écoutez, je vais donner à chacune d'entre vous une quenouille en verre. Et je vous demanderai de garder cette quenouille intacte jusqu'à mon retour. Ce sera une preuve que vous me donnerez. Et les filles ont pris la quenouille. Et le voyageur s'en est parti. Et les filles, ne sachant trop où mettre leur quenouille, ont pensé que peut-être, dans un coin de leur lit, ça pouvait être un endroit tranquille, où là, leur quenouille ne serait pas cassée. Et ma foi, elles sont affairées. Le printemps est arrivé. L'été ensuite, avec des moissons. Et l'automne. L'automne, avec les pommes que l'on va ramasser, avec le cidre que l'on fait, avec les châtaignes que l'on va chercher. Et l'automne aussi, avec les journées de plus en plus courtes et les nuits de plus en plus longues. Mise du, mise kerzu, le mois noir, le mois très noir. Et les 3 filles étaient là, dans leur maison, toutes 3 près du feu. Il y avait juste une petite chandelle de résine qui allumait, qui éclaire la maison. Mais vous savez, c'était, vous voyez ici, on se croit déjà dans une pénombre, mais c'est beaucoup, beaucoup plus pénombre que cela. On pouvait à peine se diriger. Et les 3 filles étaient en train de diviser autour du feu, mangeant des châtaignes, buvant du cidre doux. Et au loin,
l'orage a commencé à tonner. Le vent a commencé à souffler. La grêle a commencé à frapper contre les carreaux. Et les 3 filles étaient là, inquiètes malgré tout, ne sachant que dire, ne sachant que faire, et restant auprès du feu. Et l'orage a commencé à tonner encore beaucoup plus fort. Et là, ma foi, à un moment donné, la grêle a tombé sur la maison. Et c'est juste à ce moment-là qu'on a frappé sur la porte. Toc, toc, toc. Et l'aîné a dit, mais il y a quelqu'un dehors. On ne peut pas le laisser dehors de sang là. Il a ouvert la porte. Et dans l'embrasure de la porte, un homme est entré. Grand, mince, noir, avec une barbe noire, avec des yeux noirs, avec un chapeau noir. Il a fait 3 pas. Regardez le feu, regardez les filles. Et sans rien dire d'autre, il a couru vers le lit de la fille aînée et a brisé sa quenouille de fer. Et aussitôt, il est parti. Et la fille, aussitôt, s'est précipitée vers le lit, a vu que sa quenouille était brisée. Elle a commencé à pleurer, à sangloter. Parce qu'elle savait très bien, la fille, que quenouille brisée ne peut jamais être réparée. Et le temps a passé. Les mois noirs ont continué. Et 3 semaines environ après, par une nuit aussi noire, par un tonnerre aussi fort, d'un seul coup, un homme est encore venu et encore frappé à la porte. Et cette fois-là, c'est la fille cadette qui a été ouvrir. Et dans l'embrasure de la porte, le même homme noir est arrivé. À regarder la côté, à regarder l'autre, et sans demander quoi que ce soit, a sauté dans le lit de la fille cadette et a brisé la quenouille en fer de la fille. Et la fille, de suite, a couru vers le lit, s'est aperçue que sa quenouille était brisée, elle s'est mise à pleurer, à sangloter, parce qu'elle savait très bien, elle aussi, que fuseau brisé, que quenouille brisée, ne peut jamais être réparée. Et alors à ce moment-là, ma foi, ils ont été fermés la porte, et le temps a continué, le temps a passé. Et alors à ce moment-là, la plus jeune des filles, Finette, s'est dit, il ne faut pas qu'il m'arrive la même chose. Et elle est partie dehors. Et alors, elle a pris un grand rangeau dans lequel elle a remis toute une couche de lit de cidre. Et elle l'a mise juste au pied de son lit. Et lorsque 3 semaines après, par une nuit aussi noire, et par un temps aussi fort, on peut lui orageux, une grêle aussi puissante, quelqu'un est venu frapper la porte, c'est elle qui a été ouvrir. Et l'homme a fait 3 pas encore en rentrant, et en courant, a été pour se précipiter dans le lit de la fille Finette. Mais, comme il ne voyait pas très clair, il a trébuché, il est tombé dans le rangeau et s'est couvert de lit de cidre. Et alors, aussitôt, ma foi, il s'est relevé tout péteux, quoi, c'est le cas de le dire, hein, et vite, il a pris la fuite. Et c'est ainsi que Finette a gardé sa quenouille intacte. Et le temps a passé. L'hiver fini, le beau temps est revenu. Et avec le beau temps, les jours ont grandi. Et le navigateur est revenu. Et lorsqu'il est arrivé, il a revu ses filles. Il leur a dit, alors mes filles, l'hiver s'est bien passé. Et Finette aussitôt s'est empressée de venir le voir, lui dire, mais père, très très bien, tu vas être fier de nous, tu sais. Ah bon, eh bien écoutez justement, et vos quenouilles? Attends père, je vais les chercher. Et Finette s'est empressée de monter au grenier. Et au grenier, elle avait mis sa quenouille intacte avec toutes les quenouilles brisées de ses sœurs. Elle les a pris dans un paquet en dessous le bras. Et de toute la vitesse de ses jambes, elle a dégringolé l'escalier. Et juste en arrivant à la dernière marche, elle fait semblant de se buter. Toutes les quenouilles sont tombées par terre et sont toutes brisées devant le père. Alors elle lui a dit, oh père, excuse-moi, tu vois, comme je suis maladroite, j'étais tellement heureuse de pouvoir te montrer les quenouilles intactes, que vois-tu, je me suis trop empressée, j'ai fait un faux pas, j'ai tout brisé, c'est moi qui suis responsable. Alors le père lui a dit, mais non ma fille, j'ai vu ton empressement, et je vous félicite mes filles. Ah, je suis heureuse de vous. Venez vite, on va passer à table. Ils sont passés à table.
Et alors, à ce moment-là, le père a demandé à l'aîné. Écoute, ma grande, je serais heureux de savoir à quelle sorte de graine tu pourrais me comparer. Et l'aîné a dit, mon père, je te compare à un grain de blé. Un grain de blé, mais c'est merveilleux, ma fille. Parce qu'un grain de blé moulu donne de la farine. Avec de la farine, on fait du pain, on fait des gâteaux, on nourrit le monde. Merci, ma fille, de me comparer à un grain de blé. Et toi, la cadette, mon père, je te compare à un grain de blé noir. Oh, merci, ma fille, de me comparer à un grain de blé noir, parce qu'un grain de blé noir moulu donne de la farine. Avec de la farine, on fait les crêpes, on fait les gâteaux, on nourrit le monde. Merci, ma fille, de me comparer à un grain de blé noir. Et s'adressant à Finifinette, qui aimait tellement son père, il m'a dit, et toi, Finifinette? Et Finifinette a réfléchi longuement. Et j'ai dit, mon père, je te compare à un grain de sel. Elle croyait faire grand hommage en lui disant cela. Mais aussitôt, l'homme, le voyageur, a lié le sel au charnier, au cochon, au porc, et aussitôt il a pensé que sa fille voulait le mépriser en le traitant comme un pourceau. Alors aussitôt, il a fait venir l'employé qui était là, il dit, viens vite ici, écoute, prends cette fille, emporte-la au bois, et je veux savoir quel genre de cœur elle peut avoir pour traiter ainsi. Et le garçon, qui n'avait qu'à se féliciter de la gentillesse de la fille pendant tout l'hiver, a pris Finifinette et à contre-cœur l'a amené vers le bois pour le tuer. Et en allant, il a cherché un subterfuge. Il a marché, marché, marché. Et tout en allant dans le bois, il a trouvé un âne qui était là, entravé dans des lianes. Alors aussitôt, il a pris l'âne, d'un coup de main, il a tué, il est tombé par terre. Il a pris son grand couteau, il a retiré la peau. Et un grand coup de couteau, il a enlevé le cœur. Et le cœur était gros, sanguinolent, violacé. Il a retiré le cœur, il l'a posé sur le bord d'une feuille qui était là, Et puis il a dit à la fille, dis donc, passe-moi tes habits maintenant. Elle a passé ses habits, il les a trempés dans le sang. Et aussitôt, ma foi, il a mis le cœur sanguinolent dessus. Il dit maintenant, attends voir un petit peu, je vais te racler la peau d'âne. Il a bien raclé la peau d'âne, et je dis maintenant, écoute voir, couvre-toi de cette peau d'âne. Écoute, de toute façon, tu as la vie sauve. Va maintenant, je suis persuadé que tu trouveras logis et manger ce soir. Va et sois confiante, tout ira bien. Il est reparti à la maison. Et lorsqu'il est arrivé, il a montré ce cœur sanguinolent et ses habits sanglants. Alors le père, quand il a vu ça, il dit « Ah, j'ai bien eu raison de le tuer. Regarde-moi ce cœur, on dirait pas un corps d'humain, on dirait vraiment un corps de bête. » Et puis il a commencé à réfléchir. Il s'est dit « Mais ce corps, ce cœur, c'est le cœur de ma fille. C'est moi son père. C'est moi donc qui suis responsable. » Et ma foi, en grand émoi, ne savait plus que dire, que faire. Il était très chagriné. Et pendant ce temps-là, dans la forêt, Finifinette a commencé à marcher. Elle a marché. Elle ne voyait rien aux environs, pas de village, ni quoi que ce soit. Elle a marché. Et à l'orée du bois, à un moment donné, elle a vu une grande lure rose. Elle s'est approchée de la lure rose. Et dans cette lure rose, il y avait une très très belle dame qui était là. Et qui lui a dit, mais Finifinette, pourquoi pleures-tu? Alors, Finifinette lui a expliqué. Elle a dit, oh, vous savez, j'ai fait tout mon possible pour essayer de sauver, de conserver l'honneur de mes sœurs. J'ai fait tout mon possible pour glorifier mon père. Parce que pour moi, le comparer à un grain de sel, je pensais le plus grand honneur que le faire. Il a mal compris. Et me voilà maintenant réduite à vagabonder. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Alors la belle dame lui dit, ne te tracasse pas, Finifinette. Tu vas aller au village que tu vois là-bas. Ils ont besoin d'une gardienne de pourceau. Tu seras gagée. Va. Et tiens, avant de partir,
je vais te donner 3 noisettes. Et lorsque tu seras en grand danger, tu croqueras une de ces noisettes. Et grand bien t'adviendra. Alors il est parti, il a marché. Il est arrivé au village, et là, on l'a gâché. Et ma foi, elle a très bien fait l'affaire. Mais malheureusement, vous savez, comme il n'avait pas trop de change, au bout de quelques temps, la vermine s'est mise dans sa peau d'âne. Et était coupée d'un peu, comme la suyon de la maison. Et en plus de ça, elle n'osait plus sortir. De sorte que, au printemps suivant, lorsque, par exemple, on est venu les inviter à aller à la noce au village voisin, et qu'on leur a dit, venez tous, du plus grand jusqu'au plus petit, du plus riche au plus pauvre, venez tous, on vous a... Philipinette n'a pas osé y aller. Tout le monde, tous, se les partis à la messe, à la noce. Et elle est restée là. Et elle est remontée dans sa soupente, tout en pleurant. Tout est pleuré. Et tout d'un coup, elle a pensé aux 3 noisettes que la dame lui a données. Et alors elle a pris une des noisettes, et crac, elle a cassé. Et aux merveilles de la noisette est sortie une livrée. Une livrée qui était aussi belle, aussi éclatante, aussi lumineuse que ne sont les étoiles au ciel. Alors, aussitôt, ma foi, elle a retiré sa peau d'âne, elle s'est bien nettoyée, elle a peigné ses blonds cheveux, et elle s'est recouverte d'étoiles. Et elle est partie au village voisin. Et lorsqu'il est arrivé, les sonneurs qui étaient là, ma foi, dès qu'ils l'ont vu apparaître au loin, ont été émerveillés et se sont arrêtés de sonner. Les danseurs se sont demandé ce qui arrivait, se sont retournés et ont vu cette belle fille aussi. Et le fils de la maison s'est approché d'elle et lui a demandé si elle voulait bien danser avec lui pendant toute la journée. Et elle a accepté. Et ils ont dansé pendant toute la journée ensemble. Et le soir, il en était amoureux fou. Mais juste lorsque la nuit est tombée, hop, elle a disparu. Et personne ne savait où elle était partie. Personne ne savait où elle était partie. Et le garçon était bien malheureux. Et le jour est arrivé. Il a craqué la seconde noisette. Et dans la seconde noisette, il y avait une livrée qui était aussi belle que la lune. Vous savez, la lune, dans les beaux jours d'hiver, où simplement il y a toute une couche de neige qui recouvre un peu tout, où il y a toutes des petites aiguillettes d'or et aux blanches qui font comme des perles aussitôt. Eh bien, ma foi, partout, toutes ces diamants, toute cette recouverte de clair de lune, elle est arrivée là-bas. Et aussitôt, les sonneurs ont commencé aussi à s'arrêter et à applaudir, bravo. Et les garçons et les filles qui dansaient sont arrêtés. Et cette fois-ci, on commence à applaudir. Et le fils de la maison a été lui demander à danser. Et toute la journée, ils dansaient ensemble. Et le soir, émerveillé, il était follement amoureux de la vie. Mais là, lorsque la nuit est tombée, dans un clin d'œil, pof, elle a disparu. Et la troisième journée est arrivée. Il a craqué sa troisième noisette. Et la troisième noisette, il y avait une livrée qui était aussi belle, aussi riche, aussi colorée que n'est le soleil au plus beau jour d'été. Elle s'est couverte de lumière, elle s'est couverte d'or. Et puis après, elle est arrivée. Et là, vraiment, quand on lui est arrivé, elle était beaucoup plus belle que la mariée. C'était vraiment la reine de la fête. Et alors là, ça a été une folie. Les gens applaudissent à tout rompre. Et cette fois-là, le garçon de la maison est venu lui dire, le prendre encore par la main. Elle dit, cette fois-ci, elle ne quittera pas. Je la conserverai. Et pendant toute la journée, ils ont dansé ensemble. Et le soir, il la tenait fermement par la main. Et la fille ne pouvait pas s'en aller. Mais à un moment donné, elle a demandé à son cavalier, elle lui dit, écoute, femme, tu me permettras, s'il te plaît, de m'isoler dans un petit endroit où j'ai besoin d'aller, et où il ne serait pas séant que tu me suives. Alors aussitôt le garçon a été obligé d'accepter. Et aussitôt il est parti. Mais contrairement à la veille, vous savez bien, un manteau d'étoiles, un manteau de lune, se mélange à la clarté de la lune, se mélange à la clarté des étoiles, se fond dans la nuit. Et là, on ne voit rien. Mais ce jour-là, un manteau de lumière,
un manteau de soleil. Vous pensez que c'était un éblouissement. Dès qu'elle a commencé à passer, à remonter vers la soupente, il avait un rideau, tout un immense chemin de lumière qui l'a suivi. Et lui aussitôt l'a suivi également. Il a remonté jusqu'à la soupente et s'est aperçu que la fille merveilleuse était Finifinette, la gardienne de Pourceau. Et alors aussitôt, il est revenu à la maison, très très vite, revenu à la noce. Il dit à ses parents, écoutez, voir, je veux me marier. C'est une très bonne idée, mon garçon. On trouvera une très bonne héritière, très riche héritière par là. Je ne veux pas d'héritière. J'ai déjà trouvé celle que je veux. Je veux me marier avec Finifinette. Avec Finifinette, avec cette suon-là, c'est quand même pas possible. On ne sait même pas d'où elle vient, qui elle est. Je me marierai avec Finifinette. Sinon, je ne me marierai avec personne. Et alors le temps venant arranger toutes les choses. Et au bout de quelque temps, ma foi, les noces ont été prévues. Et on a invité tous les gens, un peu tous les environs. Le matin, les cérémonies sont faites. Et le midi, vous savez bien comme c'était l'habitude en Bretagne, on a mis des grandes tables dans les prairies, on a mis des fagots, des choses comme ça, pour faire des tables. Et alors, aussitôt, on a remis des quartiers de bœuf dans les grandes marmites là. Et je vous assure que ce matin, vous savez certainement que vous avez vu ces jours-là, ces soirées-là, ces jours de noces, où l'on fait cuire ces quartiers de bœuf avec des tas de légumes, que la soupe monte, Sebenschobot, hein, la soupe de noces, comme ça sent bon, ça sent merveilleusement bon. Et alors ensuite, ma foi, on avait aussi remis dans le four, Rochefort, le rôti, entouré de pommes de terre rissolantes. Et après, on avait préparé les gâteaux. Et toutes ces choses-là étaient toutes préparées. Et aussitôt, la mariée a été retrouver le cuisinier. Et lui a dit ceci. Écoute, tu vois là-bas au fond, tu vois cet homme. Eh bien, il va falloir que lui serve tout son repas, tu m'entends, sans lui mettre un grain de sel dedans. La soupe sans sel, la viande sans sel, les légumes sans sel. Et aussitôt le cuisinier a accepté. Et aussitôt après que les gens ont bien mangé, la jeune mariée a été revoir ses invités et leur a demandé, alors, c'était bon? Vous avez régalé, n'est-ce pas? C'était bon? Oh, vous savez, ce repas, cette soupe, mais épicée, tout à fait, à un point, je ne sais pas où est-ce que vous avez été chercher votre cuisinier, me colle. Oh là là, quel est-il étonnant. Il manie les épices avec une dextérité formidable, et juste ce qu'il faut comme sel, et le poivre, c'était délicieux. Et partout, il n'y avait que compliments, compliments, compliments. Et elle arrive d'un seul coup devant son père. Elle lui dit, alors, vous êtes régalé aussi, monsieur? Régalé? Régalé? Avec ce qu'on m'a servi? Mais c'est insipide actuellement. Fada! Fade comme tout. Mais qu'est-ce que c'est que votre cuisinier? Il ne sait même pas la valeur d'un grain de sel. Un grain de sel mis dans un bouillon, un grain de sel mis dans une viande, mais ça change tout complètement. Et puis le sel, c'est ce qui vivifie tout, c'est ce qui garde tout de la corruption. Et ne dit-on pas des grands et des saints de la terre qui sont le sel de la terre? Et alors on commence à magnifier la terre. Et alors elle était là en train de le regarder, et elle souriait, elle souriait, elle souriait, et lui il le regardait. La regarder. Finifinette, ma fille. Alors Finifinette s'est précipitée dans les bras de son père, lui dit, père, oui, c'est moi Finifinette, et tu vois, hein, je suis heureux, maintenant que tu reconnaisses la valeur du sel. Je voulais te magnifier, tu vois, dans ce sens-là, et tu n'as pas compris. Maintenant, je suis très heureux que tu puisses voir la valeur de mon témoignage. Et alors, le père lui a dit, écoute, voir, je suis désolé, parce que je dois repartir encore en voyage, une grande course, là-bas, dans les mers de Chine. Mais tu sais, je reviendrai, dès que je reviendrai, je viendrai te trouver. Et je trouverai pour toi les plus riches d'étoffes, les plus belles pierreries, les plus riches épices que je pourrai trouver, je te les apporterai. Et ma foi, il est parti. Et ce temps-là, ma foi, le vent était peut-être un peu moins bien portant que les autres fois. Et le voyage a duré un peu plus longtemps. Lorsqu'au bout de 18 mois, il est revenu.
Il est venu avec 2, 3 valets qui amenaient toutes ses richesses, et il était très heureux d'offrir tout ça à sa fille. Il est très heureux, très fier. Mais d'un seul coup, le fameux marchand a vu aussi sa fille qui s'avançait près de lui et qui avait un trésor encore beaucoup plus beau que n'importe quel trésor qu'il lui apportait. Un tout petit enfant à chair rose, à cheveux blonds et à yeux bleus, et qui babillait, et qui babillait, qui babillait. Le grand-père a pris le tout petit entre ses bras, s'est assis sur une chaise, il a commencé à lui raconter comment les choses étaient belles là-bas, sur les mers de Chine, comme il y avait des senteurs fantastiques, comme les nuits étaient chaudes, comme les fleurs étaient belles, et comme on trouvait les choses, des oiseaux merveilleux aux 1000 couleurs. Et tout doucement, le petit enfant s'est endormi entre les bras du grand-père. Et oui, vous qui allez être un jour des grands-parents, le grand souhait que je vous fais, si aussi de pouvoir un jour endormir vos tout petits enfants en leur racontant la merveilleuse